Notre webinaire de rentrée. Nous avons le plaisir d'accueillir Sabrina Dougados, qui est administratrice au FOD et également avocate associée, et surtout avocate associée au cabinet Fromont-Briens. Donc, pourquoi ce point sur l'actualité juridique? Parce que en cette rentrée, elle est très importante. Donc, avec Sabrina, nous aborderons en fait 4 actus importantes. Le projet de loi sur la VAE qui vise à renforcer l'attractivité du dispositif et répondre à une pénurie aussi de main-d'œuvre sur certains métiers. L'objectif plein emploi porté par le ministère avec les 8 chantiers prioritaires. L'actualité du CPF avec les sanctions pour lutter contre la fraude et le renforcement des contrôles. Et enfin, un dernier volet que nous aborderons et qui concerne l'apprentissage avec les dernières évolutions du dispositif et notamment la baisse des coûts contrats. Donc, je vais très rapidement donner la parole à Sabrina. Juste auparavant, pour tous vous dire que d'une part, le webinaire sera disponible en rediffusion sur le site du FOD à partir de demain avec la présentation qui va bien avec. Et puis qu'on gardera, après l'intervention de Sabrina, un petit temps de questions-réponses. Donc, le principe, c'est poser vos questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat. On y répondra juste voilà, à la fin, durant un petit quart d'heure. Mais tout de suite, je te cède la parole, Sabrina. Donc, l'actualité juridique du moment, elle est dense. Je te remercie Aurélia. Comme d'habitude, en droit de la formation professionnelle, on est sur évidemment un corpus juridique toujours très tendu, si j'ose parler même de flux tendu, parce que finalement, on a toujours une production législative et réglementaire assez dense. Et puis maintenant, on a même le ministère du Travail qui finalement participe beaucoup à cette production, à la fois en présentant des amendements législatifs dans le cadre des projets de loi, là, je pense notamment au CPF, et puis qui produit surtout une doctrine administrative qui est désormais relativement dense. Donc c'est vrai que tout ceci fait qu'on a toujours beaucoup de choses à raconter. Et donc là, on a profité effectivement de la rentrée pour se dire que c'était bien pour le FOD de faire un webinaire d'actualité avec toujours cette difficulté qui est en 45 minutes de vous faire un tour d'horizon, pas trop technique, pas trop dense, voilà, avec un peu de mise en relief quand même. L'idée et l'essentiel étant quand même de vous donner une vision d'ensemble. Parce que voilà, l'idée, c'est de pas de jargonner en droit, mais plutôt de vous donner une vision d'ensemble des sujets juridiques qui constituent quand même l'actualité du moment et qui font évidemment écho aux politiques publiques en matière d'emploi et de formation. Et c'est intéressant de voir à quel point finalement le droit de la formation est vraiment un levier, un outil déterminant des politiques publiques, évidemment, en matière d'emploi. Alors, on va regarder d'abord dans un premier temps, si Aurélia, tu veux bien me faire le petit passage des slides et je t'en remercie d'avance. On va regarder effectivement l'annonce de plan que effectivement, vous avez annoncé Aurélia. On a quelques projets de loi, en tout cas des projets de réforme annoncés en matière de formation professionnelle. Alors, rassurez-vous, on ne va pas être sur une énième réforme aussi systémique que les deux précédentes. La première, celle de 2014, qui a été évidemment très étroitement complétée par la seconde, la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018, où là, on a réformé à la fois les dispositifs, les leviers de financement et l'ensemble des acteurs, en particulier les financeurs de la formation professionnelle. Donc là, on peut dire que ça a été quand même une réforme d'envergure. C'était en 2018. L'idée, et d'ailleurs, pour tout vous dire, on a encore quelques textes d'application de cette loi de 2018. Donc, on est là sur une implémentation encore de la précédente réforme, mais qui pour autant, on est un peu à l'heure du bilan. Donc, effectivement, sur la slide 5, je crois que j'ai commencé un peu à énoncer finalement, à brosser très rapidement une synthèse de là où on en est depuis la loi à venir du 5 septembre 2018, parce qu'on est un peu en termes de temporalité à l'heure des bilans. Donc, il y a un premier bilan qui a été fait par les partenaires sociaux et qui ont négocié dans ce cadre-là ce qu'on appelait un accord cadre national interprofessionnel,
qui date effectivement du 14 octobre 2021, qui n'avait pas de portée normative en tant que telle, mais qui effectivement révélait bien l'intention des partenaires sociaux sur ce qui devait être ajusté ou modifié depuis la loi de 2018, notamment, on va dire, un meilleur positionnement des partenaires sociaux dans les décisions politiques et notamment au sein de l'instance de régulation qu'est France Compétences. Et puis une volonté tout à fait assumée des partenaires sociaux que de pousser encore davantage le développement de l'apprentissage et peut-être de réajuster un peu sur le sujet du CPF, les formations éligibles au CPF, les partenaires sociaux ayant une conviction très forte que ce qui doit être conservé et priorisé dans le cadre du CPF, ce sont les formations diplômantes, parce que et principalement celles d'ailleurs du répertoire national, puisque le CPF est envisagé par les partenaires sociaux comme avant tout un outil de sécurisation de l'emploi et donc positionné davantage sur des formations certifiantes qui préparent à des métiers. On a eu depuis un bilan qui a été fait par les parlementaires, donc un rapport du 19 janvier 2022. Et à l'issue de ce bilan, on a eu 2 documents produits par la Cour des comptes. Un premier dans le cadre d'un référé qui date du 5 avril dernier, puis un second avec une focale qui a été faite notamment sur l'alternance. Alors, c'est des rapports qui ont été d'ailleurs plus ou moins commentés dans la presse spécialisée. De façon très, très synthétique, ce qu'il en ressort, c'est quoi? C'est que cette réforme bien pensée de 2018, elle a quand même un vrai sujet qui est l'équilibre des comptes publics, si j'ose dire, l'équilibre des comptes observés au niveau de France Compétences, que je le rappelle, France Compétences est l'autorité de régulation qui agglomère l'ensemble des contributions légales, formation des entreprises et a la mission impérieuse de les répartir entre les différents financeurs en fonction des différents dispositifs d'accès à devoir financer. Eh bien, il se trouve qu'avec l'ensemble des contributions légales prélevées désormais par les URSSAF et le réseau des MSA auprès des entreprises, à peu près 9 milliards d'euros, on ne parvient pas à financer l'intégralité des dispositifs d'accès pour lesquels figure évidemment en premier lieu et par ordre de priorité, formation des demandeurs d'emploi, l'alternance, donc l'apprentissage, et dans une moindre mesure le CPF. Donc on est dans une situation effectivement d'équilibre des comptes qui pose difficulté et qui interroge sur les différents moyens de parvenir à rééquilibrer les comptes. Alors soit en augmentant les contributions légales des entreprises, ou en tout cas en faisant en sorte qu'il y ait davantage de produits, de ressources qui rentrent, si j'ose dire. Alors il y a plusieurs pistes de réflexion qui ont été évoquées, notamment d'ailleurs par les parlementaires. J'en prends un pour exemple, c'est notamment le fait d'assujettir les associations et autres entreprises employeurs qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés, et bien de les assujettir à terme à la taxe d'apprentissage. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres de pistes pour faire en sorte d'augmenter les ressources sur ces fameuses contributions formation. Et puis de l'autre, évidemment, il y a d'autres pistes qui ont été évoquées s'agissant des charges, donc évidemment des dispositifs à devoir financer. Et là, il y a plusieurs pistes qui ont été évoquées. Et alors, c'est un peu en propos introductif, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail des préconisations et des pistes de réflexion qui ont été avancées, mais évidemment, il y a au moins 2 sujets qu'on va aborder par la suite et qui vont un peu dans le sens de ces réflexions. Un resserrement quand même des formations finançables dans le cadre du CPF. Finalement, il y a une forme d'alignement des planètes parce qu'avec les mesures récentes entreprises par notamment la Caisse des dépôts et consignations pour mieux réguler le CPF et la proposition de loi qui est en cours de discussion au Parlement pour introduire des mesures plus restrictives sur le sujet du CPF dans un objectif bien assumé de lutter contre les fraudes, et bien tout ceci, effectivement, tend quand même sur le sujet du CPF à réduire un peu la voilure sur l'enveloppe globale des contributions légales qui permettent de financer des formations dans le cadre du CPF. Et puis l'autre mesure, là aussi, qui est encore à l'œuvre, que je commenterai tout à l'heure, et on terminera par là d'ailleurs, c'est sur l'alternance, l'apprentissage, puisque une des mesures là qui est déjà à l'œuvre, c'est effectivement la diminution, la réduction sensible malgré tout des coûts de formation dans le cadre de l'apprentissage pour essayer de faire en sorte autant que possible de rééquilibrer les comptes de France Compétences qui est aujourd'hui dans une situation donc, qui est déficitaire. Voilà, donc globalement, depuis la loi à venir, il y a quand même un certain nombre de bilans qui ont été effectués, si j'ose dire, par les parties prenantes.
Entre-temps, on a eu évidemment une crise sanitaire sans précédent qui a nécessité de la part de l'État de dégager des moyens exceptionnels dans le cadre de ce qu'on appelle le FNE formation pour venir au soutien de la formation des salariés qui ont été placés notamment en activité partielle pendant de longues semaines. Et donc, on a là observé une tendance qui est à l'œuvre et qui est intéressante, qui est que l'État a dégagé des fonds sur le budget de l'État, dans le cadre du FNE pour formation, pour venir finalement cofinancer des dispositifs de formation aux côtés des financeurs paritaires traditionnels, dont c'est le cœur de métier, à savoir les OPCO et les associations Transition Pro. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que, et c'est une des pistes d'ailleurs qui est regardée de plus près, c'est de voir dans quelle mesure finalement il ne pourrait pas y avoir un complément de financement qui serait sanctuarisé du côté du budget de l'État pour venir financer des dispositifs de formation quand on est vraiment sur des logiques de service public de l'emploi pour répondre à des besoins évidemment de reconversion professionnelle notamment, et ça c'est un des sujets de réflexion qui est actuellement examiné de près par le ministère du Travail. Alors justement, si on regarde la slide d'après, la slide suivante, on a un projet de loi actuel qui n'est pas dédié à la validation des acquis d'expérience, mais qui porte quand même des mesures qui viennent modifier un peu le cadre juridique de la VAE. La validation des acquis d'expérience, c'est un dispositif évidemment qui participe très clairement de la sécurisation des parcours, puisqu'il permet à des individus d'obtenir une certification professionnelle sans passer par la case formation, puisque finalement l'individu va s'engager dans une démarche qui est avant tout une démarche personnelle, qui va consister à valoriser son expérience professionnelle, passer cela devant un jury et donc solliciter la reconnaissance de son expérience professionnelle pour justifier l'obtention d'une certification professionnelle correspondant évidemment aux acquis qu'il cherche à faire valider. Donc, il y a plusieurs mesures là, qui figurent dans ce projet de loi. Il me semble quand même intéressant de les souligner, puisque la VAE, c'est un dispositif qui a été créé par la loi de modernisation sociale de 2002, et un peu à l'instar du RNCP d'ailleurs, qui a mis beaucoup de temps à décoller, si j'ose dire. Et donc là, l'idée, c'est d'introduire des mesures qui visent à démocratiser la VAE, faciliter son recours et faire en sorte que, un peu comme le CPF d'ailleurs il y a quelque temps, les gens soient plus agiles et plus confortables avec justement la VAE, c'est-à-dire à quoi ça sert, comment je peux m'en emparer et dans quelle mesure je peux effectivement monter un dossier de VAE sans forcément se dire qu'il faut forcément avoir un bac+5 pour s'embarquer dans une démarche de VAE. Alors, parmi les mesures qui sont là proposées, qui figurent dans le projet de loi, l'idée, ça va être de doubler la durée d'autorisation d'absence. Aujourd'hui, dans le cadre d'un congé VAE, on est sur une durée d'absence de 24 heures. Elle serait donc doublée, elle passerait à 48 heures. Donc, évidemment, c'est une mesure qui vise à favoriser le recours à la VAE. De la même façon, une autre mesure qui est quand même assez structurante, le financement de la VAE sanctuariserait au niveau des AT-Pro, donc des associations Transition Pro, les mêmes associations paritaires que celles qui financent les projets de transition professionnelle, les PTP. Eh bien, ces associations, effectivement, seraient le financeur de la VAE. Alors, selon un forfait à déterminer au niveau de chaque AT-Pro, dans la limite, évidemment, d'un montant qui devrait être déterminé par un texte réglementaire. Parmi les autres mesures, une qui a été beaucoup commentée, c'est la simplification de la procédure en amont de la phase de recevabilité. Donc, l'idée étant de simplifier au maximum l'étape amont de la recevabilité, là encore pour démocratiser, j'ai envie de dire, le recours à ce dispositif-là. Autre mesure, rendre éligibles les blocs de compétences dans le cadre de la VAE, donc au titre évidemment de démarche de VAE dite partielle. Et puis enfin, les proches aidants vont pouvoir faire valoir leurs compétences acquises à ce titre-là. Là, l'idée, c'est évidemment sur des métiers dits pénuriques, notamment au titre des aides-soignants, essayer de faire en sorte que effectivement, ces métiers-là puissent être rendus accessibles, notamment par la voie de la VAE. Dernière mesure, comptabiliser les périodes de mise en situation professionnelle, les PMSMP, au titre de la durée minimale d'expérience requise.
Je le rappelle, à ce sujet-là, il faut pouvoir justifier d'au moins 12 mois minimum en termes d'expérience professionnelle pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une certification dans le cadre d'une démarche de VAE. Voilà, donc c'est effectivement une réforme qui est attendue, qui est regardée de très près et qui en plus marque un symbole fort puisque la VAE cette année a 20 ans. La loi de modernisation sociale datant de 2002, effectivement, on a pu fêter, d'ailleurs le FOD en a été partie intégrante dans le cadre d'un récent séminaire qui a été organisé en lien avec le CNAM, et bien la VAE a cette année 20 ans. Voilà. Alors, parmi les autres mesures, projets de réforme, quelque chose de moins précis, mais que l'on observe néanmoins, c'est l'intention du ministère du Travail de s'engager sur un projet de réforme. Alors, encore une fois, ce ne sera pas une loi dédiée au sujet de la formation professionnelle, mais à l'occasion d'une prochaine loi sociale, d'envisager effectivement d'ajuster certains dispositifs. Et parmi les chantiers prioritaires qui ont été clairement définis et communiqués dans le cadre d'un récent dossier de presse du ministère du Travail, il y a 3 mesures intéressantes qu'il faut observer de près. C'est le déploiement du contrat d'engagement jeune, qui intègre évidemment des dispositifs de formation. Le développement, l'essor de l'apprentissage, alors avec un objectif fort ambitieux, qui est d'obtenir au moins environ 1 million d'apprentis par an d'ici la fin du mandat présidentiel d'Emmanuel Macron. Et donc là, l'idée, c'est, je ne vous le détaille pas, mais il y a un certain nombre de mesures précises identifiées pour effectivement parvenir à cette cible chiffrée qui est effectivement d'un point de vue quantitatif très important. Et puis, sur la formation des actifs, il y a une volonté quand même du ministère du Travail de retravailler les dispositifs de reconversion professionnelle et de transition professionnelle. Parce qu'évidemment, le sujet du moment, en lien avec l'expérimentation qui a été menée sur les transitions collectives, le sujet, alors évidemment, il y a eu en plus un phénomène un peu d'accélération sous l'effet de la crise sanitaire, mais il y a un phénomène qui est à l'œuvre, qui est évidemment la transformation des métiers, avec tout un tas de métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui, et puis tout un tas de métiers qui sont en train de se transformer. Et donc, il y a des phénomènes de mutation économique très fortes dans certains territoires, dans certains secteurs professionnels, avec des besoins substantiels de reconversion professionnelle, ou en tout cas d'accompagnement sur des transitions professionnelles. Et effectivement, quand on regarde les dispositifs d'accès qui existent, il y a certainement des choses à repenser, des choses à ajuster. La PROA, dispositif qui n'a pas forcément été très bien né, si j'ose dire, de la loi Avenir professionnel, commence à peine à décoller parce qu'on commence à peine à avoir enfin des accords de branche étendus. Bon, enfin, on voit bien que la PROA est quand même très, très restrictif et très compliqué à mettre en œuvre dans des logiques de mobilité interne au sein d'un groupe ou au sein d'une même entreprise. Transition collective, pour tout un tas d'autres raisons, là, c'est une expérimentation qui est aussi assez complexe à mettre en œuvre. En tout cas, on a du mal à observer des volumes conséquents de salariés engagés dans ces dispositifs de formation qui permettent de les reconvertir dans une logique de mobilité externe, c'est-à-dire à l'extérieur du groupe d'entreprises dans lequel ils se situent. Eh bien, tous ces dispositifs d'accès, effectivement, posent question parce que, par ailleurs, le projet de transition professionnelle, lui, n'est pas forcément très bien doté financièrement. Donc, tout ceci mériterait effectivement de remettre un peu à plat ces différents dispositifs et effectivement de voir ce qui pourrait être ajusté. Et donc là, eh bien, il y a une concertation qui va être engagée avec les partenaires sociaux et qui devrait très certainement déboucher sur un texte législatif potentiellement pour adapter ces différents dispositifs d'accès. Voilà. Alors, dans ce cadre-là, d'ailleurs, on pourrait envisager que le CPF voit ses conditions d'éligibilité s'agissant des formations éligibles au CPF qui soient effectivement revisitées à cette occasion. Voilà sur les projets de réforme, d'orientation, on va dire, des politiques publiques en matière de formation professionnelle. Alors, sur le sujet du compte personnel de formation, on a quand même une actualité législative, réglementaire, et même en provenance directe du régulateur du financeur qui est la Caisse des dépôts et consignations. On a quand même beaucoup de choses
à dire. Alors d'abord, on a une loi qui a été adoptée au mois d'août dernier, qui n'est pas dédiée au compte personnel de formation, mais qui vient incidemment alourdir les peines pénales en cas de pratique commerciale trompeuse ou agressive. Donc, indirectement, ça concerne notamment le CPF, mais pas que. Et donc, effectivement, globalement, on observe un doublement des risques de condamnation pénale quand un organisme de formation est condamné pour pratique commerciale trompeuse ou agressive. Par ailleurs, et là, c'est intéressant, je vais m'y arrêter quand même quelques instants, on a une proposition de loi qui est actuellement examinée au Parlement, en première lecture à l'Assemblée nationale, donc elle va faire l'objet de la navette législative. Dans sa dernière version qui a été adoptée le 6 octobre dernier, on a un certain nombre de mesures qui est quand même très intéressant à regarder. D'abord, sur le volet prospection commerciale, on a une interdiction claire et assez précise de principe de toute action de prospection commerciale des titulaires du compte CPF, que ce soit par voie téléphonique, par message électronique, SMS, etc. L'idée étant qu'on ne peut pas collecter les données à caractère personnel des individus relativement à leur CPF et on ne peut pas non plus, dans une démarche de prospection commerciale, leur proposer d'acheter une action de formation dans ce cadre-là. On a un renforcement des prérogatives de contrôle puisque les agents de la DGCCRF vont être habilités à potentiellement transmettre un certain nombre d'informations, notamment auprès de la Caisse des dépôts et consignations de France Compétences et des agents de l'État habilités. Et puis, il va y avoir une possible transmission par TRACFIN des informations auprès de la Caisse des dépôts et consignations et de l'Agence des services de paiement qui, je le rappelle, cette agence est chargée de rémunérer les stagiaires indemnisés, notamment lorsqu'ils suivent une formation dans le cadre du CPF. Donc, on le voit, il y a quand même un renforcement des mesures, des prérogatives des différents corps de contrôle. Donc là, on est clairement dans une lutte assumée contre des pratiques frauduleuses dans le cadre du CPF, qui a été complétée d'ailleurs par d'autres mesures qui figurent sur la slide suivante et qui sont quand même à regarder de plus près. D'abord, une procédure de référencement préalable de chaque organisme de formation sur la plateforme EDOF. Donc, il ne suffit plus de référencer son offre de formation, il va falloir au préalable référencer l'organisme de formation. Alors, me direz-vous, quand on est organisme de formation, désormais, il faut avoir un NDA, il faut être certifié Qualiopi, il faut accepter de se soumettre à des contrôles qualité, à des contrôles de service faits, à des audits de qualité de la part de vos certificateurs. Et il faudra en plus être dans cette démarche de référencement préalable quand on propose des formations éligibles au CPF. Voilà, ça c'est pour le côté taquin, pour vous provoquer un peu, mais c'est vrai qu'on rajoute à nouveau une condition supplémentaire quand on propose des formations éligibles au CPF. Et puis, de façon beaucoup moins anecdotique, dans ce projet, alors ça reste une proposition de loi, le texte n'a pas été encore adopté, donc encore une fois, ça peut évoluer. Mais enfin, je pense quand même que le truc m'a l'air assez bien engagé. Ce qui est prévu là dans la proposition de loi, c'est d'encadrer les conditions de recours à la sous-traitance pédagogique lorsqu'on est un organisme de formation et que l'on propose des formations éligibles au CPF. Donc, c'est uniquement, encore une fois, quand on propose des formations éligibles au CPF, eh bien, on a des conditions de recours à la sous-traitance pédagogique qui vont être précisées par un décret d'application. Et quoi qu'il en soit, il est déjà clairement dit dans le texte de loi, je vous fais le raccourci non juridique, que le sous-traitant pédagogique soit lui-même détenteur d'un numéro de déclaration d'activité. Ça va donc devenir une obligation légale. Alors, me direz-vous, ça allait de soi et c'était de toute façon une doctrine unanimement partagée par les services de l'État au niveau déconcentré, les DRETS, de ce que quand on est sous-traitant pédagogique, il faut nécessairement avoir un NDA. Mais c'est vrai que là, l'exigence se resserre, on a un fondement légal et ça pose certainement question quand, en particulier, je pense notamment d'ailleurs aux langues étrangères, quand on fait intervenir beaucoup de formateurs qui sont par définition des formateurs personnes physiques, indépendants, parfois d'ailleurs résidents à l'étranger, natifs, et qui proposent potentiellement d'intervenir dans des formations en langues étrangères,
ils ont juridiquement le statut de sous-traitant dès lors qu'ils ne sont pas salariés, pas 36 000 solutions, et auquel cas il faudrait donc que ces intervenants-là soient eux-mêmes dotés d'un numéro de déclaration d'activité. Bon, alors quand on est étranger, on peut, hein, il faut du coup recourir à un mandataire qui puisse porter pour le compte du formateur étranger le numéro de déclaration d'activité et fasse domiciliation en France. Donc il y a des règles qui sont prévues pour cela, mais c'est vrai qu'on rentre quand même, on met le doigt dans un formalisme et un cadre juridique particulièrement assez contraignant quand même. Donc c'est vrai que ça peut potentiellement, ça va certainement avoir évidemment un effet qui se coule sur comment dirais-je, la typologie des prestataires de formation amenés à intervenir sur ce marché-là. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, une fois que cette mesure législative sera adoptée, si tant est qu'elle soit adoptée dans ces termes-là d'ailleurs, on aura un décret d'application, là aussi, il va falloir regarder de très près pour voir dans quelle mesure ce décret d'application ne viendrait pas renforcer encore davantage les conditions de recours à la sous-traitance pédagogique. Je pense notamment à l'intention assez claire et assumée de la Caisse des dépôts et consignations d'interdire la sous-traitance intégrale. Voilà. Bon, il faudra regarder de plus près ce qui figurera dans ce texte réglementaire. Voilà sur l'actualité du CPF en termes on va dire, de corpus législatif. Un dernier zoom sur les formations ACRE, puisqu'on a effectivement, sur les derniers mois, observé une sorte de resserrement des conditions d'éligibilité de ces formations, puisqu'on a un décret qui date du 22 avril 2022 et qui est venu préciser que les formations ACRE, ce sont des formations qui portent exclusivement sur l'acquisition de connaissances et de compétences liées à l'exercice de la fonction chef d'entreprise en lien avec comment je crée une société, comment je la développe, voilà, et comment je pérennise mon activité. Mais en aucun cas, les formations ACRE ne doivent porter sur des savoir-faire ou des compétences propres à l'exercice d'un métier dans un secteur professionnel particulier. Voilà, donc les créations de sites internet de vente en ligne, le développement des agences immobilières. Bon, il y a eu plein d'exemples de formations ACRE avec des spécificités liées à des secteurs d'activité particuliers. Eh bien, ces formations-là ne sont en tout cas plus éligibles au CPF concrètement depuis le décret du 22 avril dernier, puisqu'on a un texte réglementaire assez précis sur le sujet. On avait évidemment une action très forte, là, on peut parler de lobbying, mais une action très très forte là, des acteurs publics sur le sujet, puisqu'on a une note commune de la DGEFP, de France Compétences et de la Caisse des dépôts et consignations pour rappeler ces différentes règles aux organismes de formation et préciser une doctrine commune finalement autour des conditions d'éligibilité des formations ACRE. Cette note date du mois de mai dernier et suite à cela, on a eu une campagne de contrôle assez chevronnée de la Caisse des dépôts et consignations qui a abouti effectivement à une vague de déréférencement assez impressionnant, pour ne pas dire vertigineux, du nombre d'organismes de formation qui ont vu d'ailleurs, pour certains d'entre eux, la totalité de leur offre déréférencée sur la plateforme. Le motif étant que notamment une ou plusieurs formations proposées n'étaient pas éligibles au regard des formations ACRE qui étaient proposées par le prestataire. Voilà sur le sujet des formations ACRE. Et alors, je crois que j'en terminerai sur le sujet du CPF, probablement dans cette slide qui suit, sur vous donner un petit aperçu, ce n'est pas un avant-goût, mais c'est un aperçu des premières décisions de justice qu'on a pu observer. Alors, beaucoup ont commenté une décision du tribunal correctionnel de Saint-Omer. J'ai peut-être fait une slide dessus, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder quand même du côté des juges administratifs, puisque la Caisse des dépôts et consignations est une autorité publique. Donc, effectivement, quand on conteste les décisions de la CDC, eh bien, et qu'on souhaite aller devant le juge, c'est le juge administratif qui est compétent. Donc, à date, on n'a pas encore de décisions qui ont été rendues au fond, en tout cas pas à ma connaissance, pas de décisions publiées. En revanche, on a des décisions qui ont été rendues dans le cadre de procédures d'urgence, donc dans le cadre de référés.
Et là, dans le cadre de référé, on a peut-être une petite quinzaine de décisions qui ont été rendues par plusieurs tribunaux administratifs implantés dans les différentes régions de France. Et là, globalement, c'est 90% des décisions qui ont donné en première instance gain de cause à la Caisse des dépôts et consignations. C'est quand même pas 100%, mais bon, le sujet d'aujourd'hui, c'est pas de vous faire un topo sur l'exhaustivité de ces décisions. Donc, globalement, et de façon très synthétique, il s'est passé quoi? Il s'est passé que cette vague de contrôle sur les formations acres a une telle ampleur quasiment systémique qu'effectivement, il y a eu, parce qu'en plus, elle a débouché sur des déréférencements pour des durées déterminées de 9 mois, qu'effectivement, certains organismes de formation ont entendu contester ces décisions de déréférencement. Donc, certains organismes ont formé des recours devant les tribunaux administratifs, à la fois en référé et sur le fond. En référé pour demander la suspension de la décision de déréférencement de la caisse, et sur le fond, évidemment, c'est corrélé à une saisine au fond des juges pour demander effectivement le réexamen de cette décision-là. Alors, globalement, sur la slide d'après, j'ai dû vous remettre, je pense, de façon synthétique, les arguments soulevés à la fois par les organismes de formation, mais surtout, finalement, la décision de la Caisse des dépôts, du juge administratif. Donc, c'est dans la slide qui suit. Et globalement, finalement, la plupart des décisions rendues par le tribunal administratif ont donné gain de cause à la Caisse des dépôts. Je ne vais pas trop rentrer dans l'analyse juridique des motivations à la fois des requérants et des arguments, des moyens de droit retenus par les juges, mais quoi qu'il en soit, globalement, pour l'instant, on n'a pas de décision qui laisse beaucoup de marge de manœuvre aux organismes de formation pour venir potentiellement contester les décisions de la Caisse des dépôts et consignations. Voilà, alors peut-être que dans le temps qui nous reste, parce que je pense que je vois qu'il y a quand même beaucoup de questions qui défilent de façon assez vertigineuse, je vais peut-être vous proposer de passer à notre dernière thématique, qui est l'apprentissage. Donc, l'apprentissage, en guise d'introduction, je vous avais évoqué le fait qu'à l'heure du bilan de la loi de 2018, on avait un sujet d'équilibre global des comptes de France Compétences, donc plus globalement l'ensemble des contributions légales, formation, qui ne permettent pas de financer l'ensemble des dispositifs à devoir financer, avec en plus un axe tout à fait assumé par le ministère du Travail qui est de vouloir développer massivement l'apprentissage. Et donc, on a aujourd'hui, pour la rentrée, depuis la rentrée classique de septembre, des formations par apprentissage, on a donc une diminution des niveaux de prise en charge, les fameux NPEC, qui se fait en 2 étapes. Donc, il y a une première diminution de 5% en moyenne qui a pu être observée au 1er septembre dernier, alors avec il y a eu des subtilités, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Et puis une deuxième diminution qui devrait intervenir dans le courant de l'année 2023. Donc, tout ceci, concrètement, a un impact sur quoi? Ça a un impact non pas directement sur les entreprises employeurs, puisque ce n'est pas les entreprises qui payent les formations par apprentissage, c'est leur OPCO. Donc, ça a un impact sur qui? Ça a un impact sur les organismes de formation, les OFA, les centres de formation d'apprentis, puisque c'est eux qui, globalement, effectivement, ont potentiellement un reste à charge, puisqu'effectivement, ils vont devoir revoir le montant de leur facture dès lors qu'évidemment, ils seraient concernés par ces différentes baisses. Et donc, la question d'après, c'est est-ce que les CFA s'alignent sur ces baisses de coûts contrat ou décident, et elles ont droit, les CFA ont le droit de le faire, de facturer un éventuel reste à charge à leurs entreprises clientes, leurs entreprises partenaires. Voilà. Donc ça, c'est une décision qui appartient à chaque CFA, parce qu'en tout cas, juridiquement, rien n'interdit à un CFA, effectivement, de facturer un reste à charge aux entreprises. Alors, c'est toujours s'agissant des niveaux de prise en charge, on a des NPEC dits d'amorçage, donc c'est un nouveau concept à côté des NPEC correctifs et des NPEC supplétifs. On a un troisième concept qui est les NPEC dits d'amorçage. Globalement, ça correspond en fait à des coûts de formation applicables pour des nouvelles formations pour lesquelles une branche ne se serait pas encore positionnée. Donc,
par définition, ce sont des coûts de formation qui ont vocation à être applicables de façon transitoire, temporaire, le temps que la branche professionnelle et ou France Compétences arrête un niveau de prise en charge défini. Donc, les NPEC dits d'amorçage vont être déterminés, fixés par arrêté ministériel. Et on a eu un arrêté ministériel qui est venu préciser cela. Je crois que je vous l'ai mis dans la slide 15, vous la verrez plus tard. Et on a des précisions d'ajustement qui ont été introduites par ce décret du 30 août dernier sur les modalités de détermination de ces coûts contrats quand France Compétences émet des recommandations. Donc, je le rappelle, le process de détermination des coûts contrats est le suivant. Grosso modo, chaque branche professionnelle définit des coûts contrats pour des formations par apprentissage qui sont utilisées sur leur périmètre conventionnel par des entreprises employeurs qui relèvent donc de leur champ. La branche transmet sa liste de coûts contrats à France Compétences, qui l'examine et qui peut émettre des recommandations. Et là, de deux choses l'une, soit la branche professionnelle s'aligne sur les recommandations de France Compétences, soit elle refuse de s'aligner, auquel cas, du coup, c'est des coûts correctifs définis par arrêté ministériel qui vont devoir s'imposer à la branche. Donc, c'est vrai qu'on est dans un process particulièrement lourd pour un produit de sortie, finalement, qui consiste à dire c'est l'État qui décide. Voilà, donc, on est quand même dans un mini-usine à gaz là, qui est comment définir des coûts contrats pour chaque formation par branche professionnelle, sachant qu'au final, ce n'est pas vraiment les branches qui ont le dernier mot, c'est plutôt finalement l'État. Voilà, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail là, mais voilà, le décret est venu préciser, ajuster ce mode opératoire, ce processus de détermination des coûts contrats, notamment en réduisant le délai d'échange, on va dire, de communication entre France Compétences et les branches professionnelles. On a donc un nouvel arrêté qui, depuis le 1er septembre dernier, est venu définir notamment les coûts contrats qui n'avaient pas encore été fixés par la branche professionnelle ou qui n'avaient pas pris en compte les recommandations de France Compétences, en incluant la baisse annoncée de 5%. Donc, ça figure il y a 2 annexes joints à cet arrêté ministériel. Et puis, dans une annexe 2, on a eu un volant de 175 certifications pour lesquelles les coûts, finalement, avaient été observés comme étant anormalement bas. Et donc, il y a un réexamen qui est à l'œuvre là, entre France Compétences et les branches professionnelles concernées pour réexaminer cette liste de certifications professionnelles. Je crois qu'en slide d'après, j'ai dû vous reporter les coûts contrats pour les niveaux d'amorçage, donc pour les fameuses formations pour lesquelles qui auraient démarré alors même qu'on n'aurait pas, la branche professionnelle n'aurait pas encore finalement identifié la formation concernée. Et donc, ces niveaux d'amorçage sont les suivants, donc vous les voyez répartis en fonction des niveaux de formation. Et c'est donc effectivement l'OPCO qui commence à prendre en charge ces formations sur cette base-là, le temps que la branche définisse un coût contrat validé, si je veux dire, par France Compétences. Voilà, dernière actu qui concerne et qui intéresse bien évidemment les entreprises en leur qualité d'employeur, c'est l'aide exceptionnelle à l'embauche d'alternants. Alors, à force, je vais peut-être arrêter de dire que c'est une aide exceptionnelle parce qu'elle est prorogée pour la 4e ou 5e fois, je ne sais pas, j'ai arrêté de compter. À chaque fois, on est sur des prorogations de 6 mois jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'au 31 décembre prochain. Voilà. Dans les mêmes conditions. Donc, je vous ai remis les conditions qui sont là, mais cette slide-là, vous l'avez déjà certainement vue plusieurs fois, parce que je n'ai pas changé, globalement, je n'ai pas changé ma slide, sauf à rajouter effectivement le décret du 29 juin dernier. Donc, bon, on a une prorogation jusqu'à la fin de l'année. La question d'après, me direz-vous, c'est quid 2023 ? Il est question pour 2023 de sanctuariser une aide, exceptionnelle ou pas, je ne sais pas comment elle sera qualifiée, à l'embauche d'alternants, mais probablement recentrée en fonction des niveaux de formation. Il ne serait pas improbable que l'aide à l'embauche version 2023 soit capée en fonction des niveaux de formation pour être réservée, par exemple, à des alternants jusqu'à un niveau bac plus 2, peut-être. Voilà. Enfin, c'est un sujet qui est à l'étude actuellement, mais il est quand même question de maintenir
sous pompe artificielle l'apprentissage en France, mais de façon plus resserrée et réservée à certaines typologies de formation et certaines typologies d'entreprises. Voilà. Donc, en fait, pour l'instant, on n'a rien de concret parce qu'évidemment, on n'a même pas de projet de texte ni de communication publique de la part du ministère du Travail, mais c'est un sujet qui, de ce que je comprends, est en cours d'examen. Voilà l'actualité quand même assez dense, finalement, sur cette rentrée, si j'ose dire, bien avancée, parce qu'on n'est pas loin des vacances de la Toussaint. Vous voyez qu'on avait quand même pas mal d'actualités juridiques. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop technique non plus. Non, non, toujours très limpide. Sabrina, je voulais simplement dire effectivement aux personnes qui, effectivement, le chat est désactivé, donc il a été mal paramétré, mais vous pouvez toujours poser vos questions dans l'onglet questions-réponses. Et puis, ce que je te propose, Sabrina, c'est qu'on en prenne déjà quelques-unes. Alors, il y a pas mal de questions qui concernent la VAE. Donc, sur la VAE, j'ai plusieurs questions. Alors, bon, une des questions à laquelle tu pourras, je ne pense pas répondre, c'est y a-t-il une date de prévue ou prévisible sur la sortie de la loi VAE? Certains indiquent sous un mois. Je ne pense pas qu'on ait eu des informations de ce type-là. Non. Et puis, ça me semble un peu court. Voilà, Sana a demandé, certains indiquent que l'OPCO ne pourrait financer un parcours VAE qu'à partir de l'inscription du bénéficiaire, donc après la phase de recevabilité. S'agissant de l'OPCO, alors l'OPCO aujourd'hui peut toujours financer d'ailleurs la VAE dans le cadre du plan de développement des compétences. Ou dans le cadre des contributions supplémentaires, évidemment, versement volontaire ou contrib conventionnel qui serait institué par voie d'accord de branche. Donc, et à ce titre-là, notamment dans le cadre du plan de développement des compétences, rien n'est dit sur le fait que l'OPCO doit financer précisément le dispositif de VAE uniquement à partir du dossier de recevabilité. Donc, je veux dire qu'a priori, en l'état des textes, je ne vois pas pourquoi l'OPCO ne pourrait pas financer effectivement le dispositif de VAE, donc les coûts afférents concrètement au dossier VAE dans le cadre du plan des moins de 50. Oui, d'accord. Une autre question concernant toujours la VAE. L'équivalent des 12 mois d'expérience professionnelle en heures pour accéder à la VAE est-il le même, quelle que soit la filière? Donc, c'est une personne qui se pose cette question. Ça, c'est, je vois, les 1607 heures et notamment pour les intermittents du spectacle. Tout à fait. Ouais, c'est une très bonne question et je ne crois pas, sauf erreur de ma part, je ne crois pas qu'on ait de dispositions dérogatoires plus favorables pour notamment les intermittents du spectacle. Mais bon, c'est sous réserve de vérifier. Je ne crois pas qu'il y ait de dispositions dérogatoires plus favorables, effectivement, pour les intermittents du spectacle. Donc, effectivement, on serait bien sur un 1607 heures. Mais je suis prudente, c'est peut-être sous réserve quand même. Très bien. Alors, les autres questions. Je regarde en même temps. Encore sur la VAE. En VAE, pouvez-vous rappeler le point sur les blocs de compétences? Alors, le sujet des blocs de compétences, c'est plus simplement l'idée de dire qu'on peut s'engager dans une VAE partielle dès lors que l'idée va être de reconnaître des compétences acquises qui permettent donc d'obtenir une partie de la certification et pas son intégralité. Et donc, ça va supposer évidemment, qui dit VAE partiel, dit éligibilité d'un ou plusieurs blocs de compétences, que je le rappelle, désormais, toute certification professionnelle inscrite dans le répertoire est décomposée par bloc de compétences. Très bien pour cette question. Alors, d'autres questions concernant le CPF.
Qu'en est-il de la mise à disposition personnelle d'une entreprise pour le compte d'un centre de formation? Donc ça, c'est une question qui est posée par Raphaël. Alors, je pense qu'on est sur le sujet du CPF et plus précisément sous la thématique recours à la sous-traitance pédagogique. Enfin, je pense que c'est cela. Alors, quand on est dans le cadre de la mise à disposition de personnel d'une entreprise pour le compte d'une autre, on n'est pas dans de la sous-traitance pédagogique puisqu'on est dans le cadre d'une convention de mise à disposition de personnel. Et donc, dans ce cadre-là, le salarié qui serait mis à disposition de l'organisme de formation pour animer les cours, eh bien, il serait assimilé à un salarié de l'organisme de formation. Et je dis assimilé à un salarié parce qu'évidemment, il est salarié de son entreprise d'origine, mis à disposition de l'organisme de formation. Et concrètement, d'ailleurs, dans le bilan pédagogique et financier de l'organisme de formation, ces cas de formateurs mis à disposition sont assimilés à des salariés. Parce qu'effectivement, ils n'ont pas le statut de travailleur indépendant, ils sont bien salariés. Donc, pour ce cas de figure-là, effectivement, la réglementation là, que j'ai commentée, le cadre juridique très particulier là, sur le recours à la sous-traitance, n'a pas lieu de s'appliquer. Donc, en gros, si on veut contourner l'épée de Damoclès, si j'ose dire, enfin la chape de plomb là, qui attend un peu au tournant les organismes de formation quand ils développent une offre éligible au CPF et qui recourt à la sous-traitance, l'alternative, c'est quoi? C'est de ne pas être dans un rapport de sous-traitance pédagogique. Et pour ne pas y être, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est salarié en propre, salarié mis à disposition détaché, intérimaire, portage salarial, grosso modo. Je crois que je les ai tous évoqués. Et voilà. Justement, il y a une question également, Sabrina, autour de Calliope. Sur les organismes de formation, peuvent toujours utiliser des contrats de formateurs occasionnels pour faire dispenser une formation à un professionnel qui n'aurait pas de NDA. Des types de nouvelles obligations à respecter lorsque l'organisme est Calliope. C'est Cédric Léonard qui nous pose cette question. Non. Alors oui, bien sûr, les contrats de formateurs occasionnels. Alors, le formateur occasionnel, c'est un statut social spécifique qui permet de bénéficier d'un régime de cotisation sociale, salariale et patronale plus favorable. Donc, c'est un statut social. Ce n'est pas une forme de contrat de travail. Là où je veux en venir, c'est que le recours au formateur occasionnel peut se faire en fonction, notamment dans le cadre d'un CDD, par exemple. CDD d'usage dès lors qu'on rentre dans les cas prévus à la fois par la loi et ou la convention collective dont relève l'organisme de formation, en principe la CCNOF, pour pouvoir recourir à ces cas de CDD d'usage. Donc, dans ce cadre-là, on est salarié, on n'est pas sous-traitant, indépendant. Donc, le formateur occasionnel en question n'a pas besoin d'avoir un numéro de déclaration d'activité. Voilà. Okay. Alors après, le lien avec Calliope, j'avoue que là, je ne le fais pas, mais je ne fais pas forcément de lien entre ce que je viens de dire et la certification Calliope. Mais bon. Bon, en tout cas, on a eu cette réponse concernant les formateurs occasionnels. Oui. Il y avait Joël Ruiz, qui est président du FOD, qui voulait aussi intervenir. Joël? J'ai cru qu'il voulait me poser une question. Alors, ça, je ne réponds pas à la question de Joël. Il n'a pas le droit. Joël? Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Parfait. Non, je n'allais pas poser de questions à Sabrina particulière. Faire un commentaire et indiquer à tous un chantier sur lequel nous avançons ayant trait à l'actualité juridique. Tout d'abord, faire un commentaire. En fait, ce que nous a présenté Sabrina, ce train de mesures reste dans le cadre de la précédente réforme. Ce sont vraiment des ajustements parfois importants, mais qui en gros s'inscrivent dans le cadre d'un équilibre financier du dispositif et du système principalement. Je crois que le point qui, moi, a retenu mon attention, au-delà de l'ambition
de continuer à aller fortement sur l'apprentissage avec 1 million d'apprentis. Moi, le point qui retient le plus, me semble-t-il, et qu'il faudra suivre dans la perspective, c'est l'ambition de réviser les dispositifs de reconversion et de transition professionnelle. Je crois qu'on ne peut pas comprendre comment dire, le recours à la VAE, si on ne l'inscrit pas et les réformes en cours dans cet objectif-là, d'ailleurs sur lequel les partenaires sociaux ont attiré l'attention du gouvernement, au-delà de l'apprentissage pour les plus jeunes, de travailler sur les actifs à mi-parcours de leur vie professionnelle autour de vrais dispositifs lourds, importants, ambitieux de reconversion et de transition. Il faut s'attendre à des choses qui bougent sensiblement de ce côté-là, me semble-t-il. Enfin, Sabrina l'a indiqué en creux quand elle a fait le point des ambitions de la prochaine loi sociale. Ce que je voulais aussi vous dire dans cette petite actualité, c'est que dans le domaine des stagiaires de la formation professionnelle et de la formation ouverte à distance, nous, on pousse et on va en parler avec l'administration. Nous, on pousse une petite évolution de la réglementation en vigueur pour conférer un fondement légal à la durée de référence pour le calcul de la rémunération des stagiaires. Vous savez que dans la réglementation, on parle de durée moyenne, mais qui donne lieu à beaucoup d'interprétations divergentes selon le type de financeur, en particulier lorsqu'il s'agit de demandeurs d'emploi. Et donc, vous indiquez qu'on va dans ce sens voir si on ne pouvait pas obtenir de la part de l'administration une évolution réglementaire qui permette de déterminer une durée de référence établie avec le bénéficiaire qui pourrait derrière embarquer plus simplement une rémunération du stagiaire qui soit collée à cette durée de référence. On pense que c'est un point important, de même que, mais là, c'est plus des bonnes pratiques, qu'on pense aussi qu'il faudrait pouvoir faire évoluer le recours au certificat de réalisation à tous les financeurs de la formation professionnelle, parce que c'est quand même une pièce administrative qui a beaucoup fait évoluer et simplifier les choses. Voilà, donc tout ça pour vous dire que dans le petit domaine qui est le nôtre, vu cette actualité juridique, on pense que c'est un moment opportun pour essayer de faciliter un petit peu la vie de tous, parce que la tendance générale est quand même de faire peser sur le marché de la formation et les opérateurs de formation beaucoup d'obligations nouvelles. On aurait pu procéder autrement, mais enfin, c'est le choix qui a été retenu. On prend acte de ces évolutions. Voilà ce que je voulais vous dire. Rappeler que le FOD donc, a aussi un rôle on va dire, de sensibilisation et d'un certain nombre de sujets qui facilitent le recours des formations ouvertes à distance, plus globalement du digital information, et qu'on s'y emploie. Voilà ce que je voulais indiquer de mon côté. Merci Joël, merci pour cette précision par rapport à notre groupe de travail effectivement sur le statut de stagiaire en formation multimodale, et puis peut-être ajouter que nous travaillons également autour de dispositifs de IVAE, puisque nous avons un groupe de travail qui s'est attelé à cette tâche en réfléchissant sur ces types de parcours de formation autour de la VAE intégrant du numérique et sous quelle forme ça pourrait prendre, avec des travaux qui seront terminés d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. Auquel il faut ajouter aussi le chantier sur le guide de la transformation numérique du CFA, qui devrait être publié prochainement aussi. On a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On vous en reparlera de toute façon dans d'autres webinaires qui présenteront tous ces livrables. Je vais prendre encore 2 questions. Sabrina, pour toi. Ça concerne toujours le CPF. Une question de Laetitia qui nous demande est-ce que les OF déjà référencés sur EDOF devront passer par la nouvelle procédure de référencement? C'est une bonne question, ça. Ah, c'est une question qui t'ennuie? C'est une question, non, il faut vérifier ça, effectivement. Ça se regarde. Ça se regarde. Bon, je propose à Laetitia qu'on lui fasse une réponse dans un deuxième temps. Voilà, Sabrina regardera. Et puis, la question de Claire et d'Isabelle. Alors, Elisabeth disait, et pour les formateurs étrangers, pour le CPF. Donc, Elisabeth disait, pouvez-vous nous en dire plus sur les moyens pour un formateur étranger d'obtenir un numéro de déclaration d'activité? Oui, ça suppose en fait que le formateur implanté à l'étranger, s'il n'a pas d'établissement, on va dire secondaire, succursale en France,
eh bien, s'adosse à un mandataire qui va donc porter son numéro de déclaration d'activité, faire les démarches pour lui et donc potentiellement faire le go-between avec l'adresse du lieu de son siège social, donc de ce mandataire, effectivement, pour représenter cet organisme de formation étranger. Et est-ce qu'il faudrait également un mandataire dans le cas où le formateur est en vacation? Non. Alors, en vacation, je ne sais pas bien de quoi on parle quand on parle de vacation. Vacation, Mais je c'est une suppose question que... de Claire qui disait, voilà, un formateur qui n'est pas salarié de l'OF, doit-il avoir un numéro de NDA? Non, mais s'il n'est pas salarié de l'OF, mais qu'il est rémunéré en salaire quand même, ce que je déduis quand on utilise le terme vacation, eh bien non, il n'aura pas besoin d'avoir de NDA. En fait, de deux choses l'une. Soit vous payez votre formateur sous la forme d'un salaire, bon, et auquel cas, il n'y a pas de NDA à devoir recourir, soit vous le payez en honoraire, c'est-à-dire sur présentation d'une facture, et en fait, là, dès lors qu'il y a une facture à payer, eh bien, vous êtes dans une relation de sous-traitance et il faut que celui que vous payez soit titulaire d'un NDA. Alors, ça vaut également d'ailleurs pour le cas d'une sous-traitance avec une société, hein, c'est-à-dire que effectivement, votre formateur, il est salarié d'une société qui effectivement émet la facture, eh bien c'est la société qui doit porter le NDA. Merci pour ces précisions sur le NDA. Et puis, dernière question, celle de Michel. Michel Aurin, sur la procédure de référencement préalable EDOF. Michel demande une précision de confirmer qu'elle ne sera mise en œuvre qu'après le vote de la loi. Alors, très certainement, oui, tout à fait. Parce que là, encore une fois, on est sur une première lecture post-examen Assemblée nationale, donc il faut qu'elle passe au Sénat. Et là, je vous ai commenté la dernière version qui date du 6 octobre dernier, version intéressante, puisque d'ailleurs, c'est à cette occasion-là qu'un amendement porté par le gouvernement, donc le ministère du Travail, a été adopté, notamment s'agissant des conditions de recours à la sous-traitance. Donc, c'est une évolution qui est quand même assez récente. Mais écoute, je te remercie beaucoup, Sabrina. Toutes nos excuses aux participants pour ce malheureux chat désactivé, mais ça n'a pas empêché ne vous a pas empêché de poser vos questions, j'espère. La dernière chose qui est, oui, je le redis, hein, le webinaire sera disponible en replay ainsi que la présentation au plus tard demain sur le site du FOD et vous sera envoyé. Donc, il n'y aura aucun souci pour pouvoir revoir le webinaire. Et je vous remercie beaucoup pour votre question, pour cette présentation également, Sabrina, très détaillée de cette actualité juridique de rentrée. Et une dernière chose, prochain webinaire pour nous, ce sera le 17 novembre. Et on va changer un petit peu de domaine, puisqu'on parlera d'intelligence artificielle et d'empreinte mémorielle.